1925-2025, on est 100 ans après cette année que Howard Phillips Lovecraft passe à New York, toujours accompagné d'un petit agenda qui est un document unique dans l'histoire littéraire, parce qu'on a, non pas le journal d'un écrivain, ce journal il le tient ailleurs, dans les longues lettres qu'il envoie à plein de correspondants, mais cette année, New York, principalement à ses deux tantes, Annie et Lillian, restées à Providence. Mais l'exception de pouvoir travailler sur les rythmes, le sommeil, la veille, de pouvoir travailler sur la relation sociale, la solitude essentielle de l'écriture et ce qui l'accompagne, de pouvoir travailler sur les strates d'écriture, le carnet, les notes, les lectures, évidemment, et puis aussi les trajets, les marches. Et c'est tout ça qu'on explore du 1er janvier 1925, où il prend cet appartement au 169 Clinton Street, dans un quartier populaire, Brooklyn Heights, jusqu'au 6 janvier 1926, où il repartira à Providence. 370 micro-facettes de ces rapports très complexes. La difficulté pour nous, c'est presque de ne pas chercher à tout exprimer chaque jour, prendre juste là à la pipette ce qui nous en revient et trouver avec quoi ça résonne. On laisse ce gros puzzle sans essayer de rejoindre les pièces. Nous sommes le 21 avril 2025, oui. 1925, oui. On sera le mercredi 22 avril pour eux. Pour nous, c'est un mardi, une journée de décalage. Et ordi! Le voilà, notre carnet. Alors tous les jours aussi, je retravaille un petit peu sur ce qu'on arrive à démêler. Par exemple, vendredi 17, j'ai rechargé le PDF. Vous passez par le sommaire pour le retrouver. On avait cette expression pen post que je ne savais pas à quoi ça correspondait. C'est seulement hier que je l'ai débusqué dans une lettre de 1930, parce que justement il vient dans ce Pen Post Hotel, puisqu'il revient passer au moins 3 semaines à New York. Le rapport de Lovecraft à New York, c'est quelque chose qui ne cesse pas en 1925. Je le redirai quasi tout au long de cette exploration du journal. Ce sera là qu'il découvre le musée Roerich. C'était le thème principal de notre PDF d'hier, et il dit à Lillian qu'il paye $1,50 la nuit au Pen Post Hotel, un établissement qu'il dit très modeste, mais qu'il a découvert justement lors du séjour de John Russell. Ces derniers, ce qu'on avait la semaine dernière, cet Anglais écrivain aussi, qui vit avec des articles, des piges de journalistes qui vit à Clearwater en Floride et qui s'arrêtait à New York avant de repartir en Angleterre. Et j'ai aussi recorrigé le PDF du vin d'avant-hier, puisqu'il y avait cette notation NML, la librairie Neil, Morrow and Ladd. La plus belle librairie de Brooklyn, dit-il le 30 janvier quand il y est allé déjà avec je ne sais pas qui, parce que c'est une librairie où il y a beaucoup de livres aussi d'occasion, très peu chers. Ils y passent très très régulièrement. Ils y sont retournés le 28 février, et là avec Loveman. Loveman passe. Tu veux pas qu'on se rejoigne comment ils disent? NMLL? Ouais, probablement. Ils vont pas dire. On se retrouve à la librairie Neil, Morrow and Ladd. Nous, c'est les difficultés. On a tout ça à éclaircir. C'est fait. Aujourd'hui, comment ça commence? Oh, vous savez, il y a quelques temps, ça commençait toujours par Up Noon, ou alors parfois Up Early quand il se levait de bonne heure, ou Up Noon, on en a un ici, ou Up Late quand c'était... Non, là, c'est souvent Stay Up. Il s'est fixé sur un rythme de nuit. Ce rythme de nuit, ça veut dire qu'avant-hier, le lundi 20, il est resté toute la nuit à écrire, que le 21, il s'est levé probablement
tard, mais qu'il a écrit jusqu'au matin, Right Till Morning, et ce 22, eh ben, on va avoir encore une autre variante, c'est que la journée finira par Stay Up, nouvelle nuit blanche au programme. On commence par Right, toujours, alors Right, qu'est-ce qu'il écrit? Je crois que de plus en plus forcé d'être un peu déçu. Pourquoi? Je vous ai souvent dit que l'outil qui m'avait décidé à me lancer dans ce travail, c'était en partie ces lettres de New York, rassemblées par Esti Yoshi, mais c'était en 2003. J'ai même une fois égaré ce livre sur une plage au fond, au tout sud de la Sardaigne, mais je l'ai racheté, c'est trop indispensable. Gloire à la personne qui l'a ramassé, essayé de le revendre probablement, ou l'a gardé en souvenir, ou s'en est débarrassé. C'est toujours étonnant le destin des livres comme il circule, mais là, juste il y a 2 ans, toujours Hippocampus Press, Derek Hussey, wow, quel boulot que fait cette maison new-yorkaise, là, a rajouté, a édité en 2 tomes les lettres à ces 2 tantes, Letters to Family, donc à Liliane et Annie, et dans ce, hop là, petite photo pour la miniature, là, le 23 avril, demain, le 23, le jeudi, il poste à sa tante Annie à Providence. Maintenant, on commence à connaître le mode d'emploi de ces petites hachures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hachures. C'est que depuis 8 jours, il s'échine sur une lettre qui fera plus de 20 pages costauds dans ce bouquin, 22 ou 23 pages, et dans lequel il lui raconte tout son voyage à Washington. Mais justement, le contraire du carnet. Bon, il y a aussi la marque de la voiture, à quelle heure ils ont fait ci, à quelle heure ils ont fait ça, mais il lui raconte pour chaque endroit l'histoire complète. Et c'est cette tentation permanente pour Lovecraft de l'écriture non-fiction, ce qu'il fera aussi pour une sorte de pseudo-guide du Vermont, une sorte de pseudo-guide où on a plein d'ébauches qui seraient comment on descend la côte est, avec Philadelphie, Charleston, où il va aller avec les Belknap longues, jusqu'en Virginie, sur les traces d'Edgar Poe, et bien évidemment l'espèce de masse très indigeste de ces 2 voyages à Québec. Est-ce que si tu arrives à boucler un guide de voyage, ça t'extirpe de la fiction et ça te donne un moyen de vivre? Ce sera une question qui sera jamais résolue, évidemment, puisqu'il est mort à 46 ans et qu'à ce moment-là, la littérature avait décidé pour lui. C'est la littérature qui a décidé que Lovecraft serait la fiction. Mais en tout cas, bizarrement, cette lettre de 23 pages qui est tout entière, j'en ai mis plusieurs morceaux là dans les différents PDF, justement le voyage en train de nuit avec George Kirk, quand il lit Moby Dick, quand il voit, qu'est-ce qu'il voit? Rien du tout. Mais mentalement, il est capable de dire, oui, cette gare, c'est ça, c'est cette histoire, c'est ce truc. Figurez-vous que dans les 2 tomes, on l'a, cette lettre qu'il va poster demain, et qui explique right, stay up, mais que Esti Yoshi, compte tenu du caractère totalement soporifique de ces 23 pages, du voyage expliqué à Washington, devenu guide de voyage, mais elle ne figure pas là dans ces Letters from New York. Et le drame pour nous, oui, je dis bien ça, c'est que dans cette lettre qu'il expédiera demain et qu'il rédige sur les 8 jours, là où on a toujours ce mot right, ouais, c'est un énorme boulot. Est-ce qu'il a recopié et garde par-devers lui? C'est très possible aussi. Un double, ou pourquoi pas même dactylographié. Ça, je crois pas parce qu'on aurait le mot, là, mais un double de ces 23 pages qui serait une excursion à Washington, indépendamment de ce qu'il envoie à la lettre Annie. Tout ça, c'est de la pure spéculation. On s'en méfie, mais peut-être, ça, moi, c'est peut-être le vieux rapport à Gilles Deleuze. On ne fait jamais confiance à ses propres hypothèses et à ses propres spéculations, mais c'est parce qu'on émet des hypothèses et des spéculations qu'on peut examiner en soi ce qui nous pousse à ces hypothèses et spéculations.
Et là-dessus, alors on peut travailler justement pour tenter de les écarter. Reste que dans ce stay up, dans ce ride, depuis 8 petites bifures, il n'est pas sûr que Howard Phillips Lovecraft ait écrit quoi que ce soit d'autre que cet énorme pensum sur une journée à Washington. Ils sont partis à 1h du matin en train, ils sont arrivés vers 7h, et il est reparti à 17h pour être de retour à New York vers 11h du soir, peut-être même un peu plus tôt, parce que les compagnies de train, c'était Pâques, et on offrait un billet de train promotionnel aller-retour à Washington, à tous les New-Yorkais qui le souhaitaient, dans la journée pour $3. Sinon, il ne le serait pas offert, ce voyage. Alors tout ça, c'est remise en contexte, mais parce qu'il y a toujours ce mot right et là, pour moi aussi, le renversement. C'est-à-dire, est-ce que tu passes la nuit parce que tu dois écrire? Ou est-ce que justement parce que tu dois écrire, tu laisses s'installer un temps d'écriture dans ta vie qui remplace cette vie sociale que Kirk considère déjà comme parasite, que Lovecraft bientôt repoussera ou écartera comme en partie parasite, même s'il ne s'en débarrassera jamais, mais où justement c'est le fait d'écrire qui crée dans ta vie quotidienne l'espace d'écrire où va pouvoir surgir la fiction. Et ça, c'est ce qu'on va regarder nous. Alors, on a une histoire, ça je vous fais grâce, c'était dans la lettre du 11 avril, si je même pas révisé, je crois que c'est la tante Annie, justement, qui à Providence avait découvert qu'on pouvait acheter, vous savez, ces petits faux cols, qui sont à l'époque la loi quand on se balade en société. On a vu en 1922, en août, il va à Cleveland, c'est une telle canicule qu'il fait la connaissance de Galpin, de Kirk, de Loveman. Il est tout surpris parce que tellement il fait chaud qu'on se permet d'être ensemble sans même mettre les faux cols. Et dans ce carnet, dans notre petit carnet, là où il y a les renseignements personnels, la première chose qu'on indique, c'est le numéro de série de la montre, les pointures de la chaussure, la taille du chapeau, 7,5-8, et la taille, justement, des faux cols, 14,5. La taille de la chemise, la taille des sous-vêtements et des caleçons, la taille des chaussettes, la taille du manteau, et il n'a rien mis pour le pantalon. Et la personne à prévenir en cas d'urgence, ce n'est pas son épouse Sonia, c'est justement Lillian Clark, 115 Waterman Street, Providence. On a déjà vu tout ça, mais c'est un bonheur dans ces petits carnets toujours que ces renseignements personnels, parce que c'est ça qui nous déplace de la littérature, mais qui justement nous permet d'aborder ces questions essentielles des rythmes, de l'intrication, des rythmes de l'écriture et des rythmes biologiques. On va pas faire des grandes phrases là-dessus, mais quelle chance de pouvoir le faire. Remarquez donc que plus ici, dans cette période, on a la récurrence du mot « right », moins l'écriture est encombrée, comme ici, chargée, mais presque une sérénité. On n'en est pas là. Donc le 22, il reçoit ses faux cols. La tante Annie lui envoie donc 12 faux cols qu'elle a eus dans une solde quelconque. Qu'est-ce qu'il fait? Retire. Mais ce mot retire, il a fait une erreur, on le trouve toujours à la... Non, ça veut dire que peut-être on est 10h du matin, peut-être on est 8h du matin. Donc, on est en tout cas dans le plein matin et il va se coucher. Et il va dormir jusqu'à 6h du soir. Et là, comme ça s'installe cette espèce de renversement. Et évidemment, ensuite, c'est Kirk plus Loveman, corrige-t-il. Alors, toujours ce mot « call », ça, on y reviendra très, très vite. Tout simplement, il frappe à la porte. Et lui, il les rejoint au Tiffany, toujours cette cafétéria juste en dessous. Il nous parle souvent des chats de la Tiffany, où il reste très souvent jusque le soir. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est important, qu'avant de les rejoindre, il fait un crochet chez Taylor, parce que Taylor, c'est la chaîne de laverie.
Et on a à New York, alors je vais passer sur le PDF pour que ce soit plus lisible, et voici les noms: Belknaps, GFM, Jim Morton, Hem, McNeil, Reinhard Kleiner, Ver. Morton, il vient de Paterson, où il dirige maintenant un musée dans cette petite ville industrielle. Et donc il vient beaucoup moins souvent à New York, mais c'est un petit peu une figure fondatrice pour tous. Je vais même vous donner un exemple de ça. Donc il est à New York, il va repartir par le train. En général, il repart Loveman et Morton s'en vont. En général, son dernier train est vers 11h du soir. Mais comme il est là, on se réunit tous autour de lui. On a des petits sandwichs, il faut bien le dire. C'est nécessaire au mot qui suit, discussion. Morton est reparti avec Loveman et les autres se dispersent à 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on repasse à la cafétéria. Down with McNeil. McNeil habite à Manhattan, dans ce quartier de Hell's Kitchen. Down with Hemen. Alors, est-ce que ça veut dire que de la cafétéria, il le ramène au métro, ou est-ce qu'il le raccompagne jusque downtown? On laisse ça dans le vague, les deux arrivent souvent. Il revient et right, stay up. Alors, pourquoi je vous dis quelque chose qui m'étonne, c'est là, dans la suite de ces lettres, ces temps-ci, l'absence de toute référence à Sonia. Elle va revenir d'ici 10 jours. Pas de problème. Mais là, en repartant voir justement la correspondance à Morton, je me disais, oui, mais si en ce moment-là, on n'a pas de message aux tantes là, pendant 3 semaines, puisque dans cette lettre racontant Washington, il ne dit rien de ses activités là en ce moment, peut-être que à Morton, il dit quelque chose. Et je suis tombé sur Madame Green, et c'est une lettre qui date du 21 juin 1922. Figurez-vous que le 21 juin 1922, c'est la première fois que Sonia, qui connaît Lovecraft parce qu'elle le voit souvent dans ses excursions professionnelles, là, elle visite des grands magasins de lingerie, y compris sur Boston, et elle participe, dans ces cas-là, aux réunions de l'association de journalisme amateur. Elle exerce une responsabilité à l'échelle nationale dans cette association. Lovecraft la présente à ses 2 tantes. Et voilà comment ça va se passer. Dimanche dernier, Madame Green est arrivée à Providence à 13h45. Sonia connaissait Morton avant de connaître Lovecraft. En grande partie, c'est par Sonia que Lovecraft, non pas s'est mis en relation avec Morton, puisqu'il y a l'association de journalistes amateurs, mais que cette relation s'est établie sur un plan personnel. Ma tante cadette, Liliane, et moi étions là pour l'accueillir, mais elle nous a manqué. On se cherche, et pourtant elle n'est pas grande, la gare de Providence. Et qu'est-ce que fait Sonia? Elle ne les voit pas. Elle prend un taxi et donne l'adresse, Waterman Street. C'est pas si loin, mais elle ne sait pas comment c'est fichu, la colline de Providence. Et eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que Sonia n'est pas là? Ils rentrent aussi. Et donc vous imaginez le quiproquo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir centre-ville. Ma tante l'a emmené manger à l'Hôtel Crown. Donc pour l'instant, il n'y a que Liliane, Lovecraft et Sonia. Et on va aller, j'ai retrouvé, alors il suffit de faire 1925 Hotel Crown, Providence, c'est visiblement l'hôtel le plus célèbre, le plus huppé de Providence, et magnifique architecture, presque en courbe. Et voilà, il s'agit d'une carte postale, donc le trolley est redessiné, les voitures sont redessinées, mais on a des photographies qui sont... c'est facile de retrouver. Et la magie de ces immeubles avec ces frontons, ces étages supérieurs, peut-être c'est les chambres là pour les clients. Et Liliane, qui est pourtant pas riche, l'a devancée en payant elle-même l'addition. On reçoit Sonia. S'ensuivit une marche triangulaire, donc ils reviennent à 3, jusqu'à la maison, et une session de 5 heures de discussion, cette fois il dit quadrangulaire. Ça veut dire que la tante Annie les a rejoints, au cours de laquelle les 3 femmes s'éloignèrent tellement de la littérature que Grandpa, donc lui-même, s'éclipsa pour faire une sieste de vieux gentleman. Et qu'est-ce qu'on fait? On remange, puisqu'elle va reprendre le train. Un autre repas, mais là on le fait chez elle. God help us.
God help us, G-A-W-D-E-L-P-U-S. Et enfin, une marche de retour, mais là, ouf, Sonia est avec Lovecraft seul, c'est lui qui se dit le guide local. Mais cette escapade s'est terminée sous des trombes aquatiques. La journée s'annonçait douteuse, Madame Grinevski. Ça, j'ai jamais aimé, donc elle est ukrainienne, Sonia. Mais elle s'est mariée à un nommé Green, qui est décédé depuis, ce qui lui permettra de devenir Madame Lovecraft. Mais son nom, c'est Afikin, mais lui, il dit pas Madame Green, il dit Madame Grinevski. Et oui, elle est juive d'Ukraine. Cette petite complication-là. Elle avait emprunté un parapluie à mi-chemin de la ville. Les arroseurs automatiques se sont mis en marche. La voile a été hissée. On met le parapluie. Je n'en avais pas. Moi-même, je déteste ce genre d'appareil. Lovecraft n'aime pas les parapluies. Ça, c'est pas grave. Tout aurait été parfait si le seul dispositif existant, donc le parapluie de Sonia, avait été en bois solide, mais plouf, le vent le fait exploser. Et là, le nimbi céleste commença à décharger sérieusement sa cargaison aqueuse et le foutu dôme portatif du panthéon local se dissolvait en ses molécules constitutives. Les débris du parapluie furent jetés dans le caniveau le plus proche. Et je vous laisse, chers abonnés à ce PDF quotidien, vous régaler de la suite de l'article. La pluie qui avait fait des ravages s'était arrêtée. Madame Grinevski a donc, parce qu'elle lui dit à Lovecraft, mais attends, prends un taxi, je paye le taxi et tu rentres. Ah non, il se vous voit encore, attention, hein. On est loin du mariage, là, encore. Et Lovecraft, il lui dit simplement, à quoi ça servirait que je prenne un taxi? Mouillé comme je suis, comment saurais-je l'être plus? Voilà, ça, je vous laisse. Alors maintenant, évidemment, le New York Times est l'article que je traduis. New York Times, on est mercredi 22 avril 1925 et on a toujours à piocher dans la une. Par exemple, cet article qu'ils mettent là en milieu de une, c'est que souvent on va voir aussi ceux qui sont tout en bas. Celui-ci, on peut commencer par ça. Des adolescents, des ados, ils ont 13 ans, 15 ans, ils ont trouvé des pains de carbure de calcium. Bah ouais, on s'en sert, nous, dans tous les trucs d'usine et tout ça, de ces pains de carbure de calcium, chalumeau acétylénique et tous ces trucs-là, je crois que je me rappelle plus très bien. Ils ont l'idée de trouver ça, ils savent en gros à quoi ça sert. Ils se disent, on va les jeter dans les égouts de la rue. Ce qu'ils font. Là-dessus, il y en a un qui est encore plus malin que les autres. C'est bon, c'est parti, je lance une allumette. T'imagines tous les égouts qui se mettent à cracher, là, des flammes. Ouais, simplement que, les ados, il n'y a pas de dégâts, pas de morts, mais il faudra quand même bien les emmener à l'hôpital. Mais quel feu de joie, ils ont dû être heureux de leur coup. Voilà comment arriver à se faire remarquer dans le New York Times, ce à quoi n'arriveront jamais ni Howard Crane, ni Howard Phillips Lovecraft, ni plein d'autres, sinon une brève nécrologie au moment de leur mort. Mais celui-ci, je vous ai dit plusieurs fois que je vous faisais grâce là de ce qui concerne la prohibition. C'est lassant parce que la prohibition, de toute façon, ça va vers sa fin, mais la fin, ce sera la grande dépression. Mais là, ça s'intensifie, tout le monde s'organise. On s'aperçoit là qu'il y a une brasserie clandestine. Cette brasserie clandestine, c'est elle qui alimente, évidemment, Harlem, évidemment, le Bronx. Il y a toute une équipe de gars. Mais le responsable, comment il s'appelle? Einstein, Albert. Non, il a d'autres choses à faire, Albert Einstein. Tiens, je sais même pas s'il est en Suisse ou déjà arrivé à Berkeley. En tout cas, ce Izzy Einstein, quand il voit que les fédéraux arrivent déguisés, on pense que c'est le service de nuit, on voit deux ouvriers qui arrivent chargés de grosses barriques. Ah ouais, c'est les fédéraux. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ouvrent toutes les vannes de toutes les citernes où il y a de la bière. Inondation, tout le bâtiment, toute la rue, toutes les caves, même les fédéraux, ils nagent. Pour un peu, les pauvres fédéraux, ils étaient noyés dans la bibine. Oui, mais quand ils arrêtent Monsieur Einstein, il dit, qu'est-ce qu'il dit, monsieur? De la bière. Vous avez vu de la bière où? Et la bière, elle est partie. Bon, mais là, c'est la prohibition par le petit côté. Passons à la page suivante.
Malone, oh ce nom de Malone. C'est page 3. Page 3, j'ai encore mon cher Macmillan. Alors vous en avez marre de Macmillan? Faut pas en avoir marre. Pourquoi? Tenez, par exemple ici, cette phrase. On which no man's eyes ever have rest. Découvrir des pays sur lesquels l'œil humain ne s'est jamais posé. No man's eyes. Sur lesquels les yeux d'aucun homme jamais ne se soient posés. On est presque dans du Victor Hugo, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? La première chose, c'est que l'Antarctique, maintenant, on sait que c'est un continent. Rappelez-vous que les physiciens ont démontré par l'aplatissement de la Terre et la courbe de la Terre qu'il y avait à l'Antarctique une masse qui ne pouvait s'expliquer que par la présence d'un continent, donc une densité beaucoup plus grande que celle de la banquise et de la glace. Mais pour le pôle Nord, on n'en sait rien. Macmillan va s'élancer depuis, non pas le Groenland, mais une île, je ne sais plus comment elle s'appelle, juste là au nord encore du Groenland. Il va emmener 2 avions, avec l'aide de la Navy américaine. Oh, c'est toujours dans ces 2 langues, on va finir par, comme 1925-2025. Il n'y a plus que du pâté là-dedans. On va emmener les avions le plus près possible du pôle Nord, l'objectif étant de comprendre au moment du cœur de l'été, là où la banquise est la plus réduite, et elle n'est pas du tout aussi réduite qu'elle ne peut l'être maintenant avec le réchauffement climatique, c'est secondaire, est-ce qu'il y a une terre au pôle Nord, ou bien seulement cette calotte de glace qui flotte indéfiniment sur le haut de la planète? Et ça, mine de rien, c'est le but de l'expédition, mais la question est là. Qu'est-ce qu'il reste de parts inconnues à explorer sur la planète? Et là, si on n'est pas précisément dans la fiction Lovecraftienne, quand est-ce que donc on le saurait? Et cette phrase, on which no man's eyes ever have rested, elle peut valoir aussi pour l'œuvre de H.P. Lovecraft. Personne n'avait lu quelque chose de pareil avant lui. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des jolies publicités, ouais, celle-ci un petit dessin, parce que vous voyez des douaniers en train d'examiner les vêtements quand on descend du paquebot, monsieur et madame avec leur casquette et chapeau, ils ont tous leurs beaux vêtements. Oh, j'aurais été perdu en Europe sans ma lettre de crédit. Il faut prouver aux banques qu'on a de quoi voyager. Les salades, voici la nourriture la plus saine, c'est donné. Très belle publicité, bon, elle m'a surpris. Oui, on a inventé le bas avec des renforcements aux talons et aux orteils. Est-ce que vous saviez à quel moment ça a été inventé? Il fallait y penser quand même. Est-ce que c'est ce monsieur, The Mark of Quality, Esquire Halls of Pure Silk? J'oserais pas le prétendre, non, c'est le fondateur là, de Weber and Heilbronner. Mais cet art du design publicitaire, l'art des polices, toujours moi, vous n'y couperez pas, chers abonnés. Chaque fois que quelque chose me fait un petit titillement, je le garde dans le PDF. Une éducation à l'histoire de la typographie, ça aussi, ça vaut le coup. Et sur la une encore, des fois, c'est pas les plus gros entrefilés qui te font gamberger le plus. Gamberger à quoi? L'aventure humaine. Il s'agit d'un gars qui s'appelle H.F. Schifferly. Un instituteur, schoolmaster. On sait qu'il est un peu sportif parce qu'il a fait beaucoup de football. Il a décidé de partir de Buenos Aires avec 2 chevaux dont on nous dit qu'ils ont été élevés par monsieur Emilio Solanet dans son ranch, et lui est le vice-gouverneur de la province de Buenos Aires. Ils veulent prouver que leurs chevaux valent le coup. Monsieur Schifferly est parti de Buenos Aires avec 2 chevaux. Alternent l'un l'autre.
et va faire les 10 000 miles, les 16 000 kilomètres qui séparent Buenos Aires de New York. Il compte faire 10 mois. Est-ce qu'il a tenu un blog de voyage? Non, certainement pas, mais c'est ces petits signes qui nous enchantent, pas vous? Et pour finir ça, Cooked Air. On est page 2 de New York Times. Il n'y a pas d'illustration, mais il y a cette expression, Cooked Air, de l'air cuit. Or, Lovecraft, dans quelques semaines, va nous écrire une histoire qui s'appelle Cool Air. De quoi il s'agit dans Cool Air? On sera dans Hell's Kitchen, à New York, là où habite McNeil. Tout en haut de l'escalier, il y a des mauvaises odeurs. Ce narrateur, toujours une sorte d'étudiant, d'être indéterminé, qui vit juste là sous les soupentes, voit des fuites sur son plafond. La concierge est très gênée. Elle dit que c'est à cause du gars d'au-dessus. Et le gars d'au-dessus, tous les jours, il lui faut de l'ammoniac. Jusqu'au jour où il n'y a plus d'ammoniac parce qu'il fait trop chaud dans New York. C'est une histoire qu'il va écrire cet été. Là, le narrateur va tout mettre en œuvre pour fournir ce type d'au-dessus, un médecin, évidemment d'apparence bizarre, qui va mourir s'il n'a pas son ammoniac. Pourquoi? Parce que ce type est mort il y a 20 ans. Et dans New York, on a sous les toits, des gens qui sont morts, mais qui gardent toutes les fonctions de la vie grâce à l'air conditionné. Non, à l'air, moi j'ai traduit un air glacial, cool air. Mais j'avais jamais fait de lien, je savais pas qu'il existait. Donc, qu'est-ce que c'est cooked air? On a vu récemment, encore la semaine dernière, des filles qui se suicident en se jetant là du 7e ou du 22e étage des tours. Maintenant, on va fermer les fenêtres des bâtiments, mais on les fermera à condition de pouvoir utiliser l'air climatisé. L'air climatisé, on sait le fabriquer depuis qu'on fabrique les gaz pour la guerre 14-18 en gros. Mais ce cooked air, l'air climatisé, c'est l'air cuit, et on dit que un tiers des morts des États-Unis pourrait être causé par les maladies respiratoires dues au mauvais chauffage et la mauvaise ventilation. En d'autres mots, serait dû au cooked air dans une forme ou une autre. En tant que traducteur de Howard Phillips Lovecraft et en tant qu'amoureux de ce fantastique et notamment cette histoire Cool Air, il me semblait important de verser à notre dossier de l'exploration en 1925 du Lovecraft's Diary le fait que Cool Air fasse directement référence. Ah oui, il est mort le type, à cause de ce qu'il respire aussi, ou de ce qu'il ne pourra plus respirer. À l'expression, locution, elle, parfaitement passée dans les usages, cooked air, pour quelque chose qui n'est pas encore totalement dans l'usage, l'air climatisé. Voilà, rien qu'avec des petites choses comme ça, on a de quoi. Et rien qu'avec des petites choses comme ça, évidemment, on va pas les grossir, en faire des mondes. Mais un petit monde, vous savez, comme dit François Rabelais, l'autre petit monde qui est l'homme. Dans cet autre petit monde qui est l'homme, une petite chose aujourd'hui, une petite chose pour demain, et donc avec cooked air, et non pas cool air, on a de quoi passer d'aujourd'hui. Merci. À demain, où je vous retrouve. Je fais un peu le clown, non? C'est juste pour que vous vous inscriviez, vous aussi. Rejoignez-nous. Il y a de la place. Et de quoi travailler. De quoi travailler.